Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On regarde ou pas, un podcast dans lequel on parle de films, de séries, de pop culture et de tout ce qui nous intéresse. Je suis Michel, votre hôte. Et moi c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Bah écoute, ça va, t'as passé une bonne semaine ? Très calme la semaine. C'est plutôt une bonne chose. Est-ce que t'as regardé ou est-ce que t'as lu des trucs intéressants récemment ? De manière générale, j'ai été le parfait cliché de la milléniale dans la fin de sa trentaine et j'ai beaucoup regardé Gilmore Girls. Et puis comme on est le mois d'octobre, c'est bientôt Halloween, j'ai vu le film d'horreur Weapons. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu. Il était sur ma liste, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Et vu que je suis pas trop film d'horreur, j'ai pas osé aller le voir en salle. Bon, il y a des petits moments de jumpscare, mais il est pas particulièrement effrayant. Ok. C'est vrai qu'au début du film, on a l'impression qu'il va être plus mystérieux qu'il ne l'a été finalement. À la fin, quasiment au milieu du film, il n'y a plus de mystère, il y a tout expliqué. Tu vois, c'est pas le film, quand il est terminé, tu as peur de rentrer chez toi dans le noir, quoi. Donc, bon, c'était sympa, mais je l'ai pas trouvé particulièrement effrayant. Pour quelqu'un qui aime beaucoup regarder des films d'horreur, ça va. D'accord, donc tu me le recommandes. Oui, c'est pas un film foufou, mais ça va. Et toi, t'as regardé quoi d'intéressant dernièrement ? J'ai regardé plein de trucs. Intéressant, je sais pas, mais je me suis plongée dans une série coréenne qui s'appelle Weak Hero, donc héros faible. En fait, c'était un webtoon que j'y lisais, et j'ai découvert récemment qu'il y avait 2 saisons. Et du coup, c'est une série où tu regardes des lycéens se taper dessus toute la journée. C'est marrant. Dingue, hein. Dingue comme concept, mais très marrant. Donc c'est un peu ce que j'ai regardé. J'ai commencé The Paper, donc qui est le spin-off de The Office. T'en avais entendu parler ? Pas du tout. J'ai seulement entendu parler de The Office. Ah ouais ? Ça fait des années que je me dis qu'il faut que je regarde la série. J'ai toujours pas fait. Ok. Et j'avais pas du tout entendu parler du spin-off. Ben, je t'invite à... Enfin, c'est un classique, donc regarde peut-être The Office, et si ça te plaît, sache qu'il y a un spin-off qui vient de commencer, qui a été renouvelé pour une saison 2. J'ai regardé 2 épisodes, je suis pas vraiment convaincue, mais écoute, je sais pas si je vais reprendre. J'ai pas vraiment ri. Je pense que tu peux le mettre en tâche de fond et faire autre chose, mais c'est pas passionnant. Ouais. Est-ce qu'ils essaient de refaire la recette de The Office ? Bah oui, totalement. En fait, c'est le même concept. T'as même quelques persos, je crois, qui étaient dans The Office qui font des apparitions. C'est juste que c'est remis au goût du jour et que cette fois-ci, c'est The Paper, donc c'est un journal dans une ville qui essaye de se relancer et t'as un caméra crew qui les suit dans leur quotidien, quoi. Ok. Mais rien de bien innovant. J'ai regardé le premier épisode de Wednesday, saison 2. J'ai pas du tout accroché. Déjà, la saison 1 m'avait laissé sur ma faim, donc je me suis dit, pareil, c'est Halloween, autant regarder quelque chose dans le genre, et franchement, j'étais en mode, ça m'intéresse pas. Vraiment, ça m'intéresse pas. Du coup, j'ai pas insisté. Moi aussi, j'ai commencé la 2e saison. Et Ouais. pareil, hein. Je la regarde un peu en fond, parce que c'est pas non plus hyper... Ça m'accroche pas, de fou. Ouais, j'ai regardé Matérialiste aussi, le film avec Dakota Johnson. T'en as pensé quoi ? Franchement, j'ai pas compris le but du film. C'était divertissant, mais vite fait. Ouais. On comprend ce qu'il veut dire par rapport au fait que dans le monde du dating, les gens sont devenus très matérialistes. Enfin, on voit la critique qu'ils veulent faire. Mais j'ai pas trouvé de film particulièrement révolutionnaire, quoi. Ça a été un bon moment à passer sans plus. Ok. Voilà. Et toi, t'en as pensé quoi ? Franchement, j'ai trouvé ça ennuyeux. Ouais. On me l'avait vendu comme une comédie romantique, et j'ai ni trouvé la comédie ni la romance, donc j'étais un peu dubitative devant le truc. Ouais, c'est clair. Et ça m'a fait marrer parce que il y a des gens sur internet qui ont appelé ça Broke Boy Propaganda, à cause du personnage de Chris Evans. Je sais pas, la réalisatrice a dit qu'elle trouvait ça déshumanisant. Moi, pas particulièrement, mais je trouve que... Je sais pas, le film m'a ennuyé, quoi. On comprend pas trop leur problème avec le mec Broke Boy, parce qu'au final,
c'est pas très important qu'il soit pauvre, puisque elle est riche. Donc, problème Elle est réglé. pas riche, hein. Bon, elle gagne quand Elle même est pas riche. suffisamment bien sa vie. Enfin, elle gagne très bien sa vie Non, pour justement, eux deux. puisqu'elle disait... Non, justement, elle disait qu'elle était endettée. Ah bon? Putain, Et on j'ai voit même que, pas elle capté est... ce moment. Si, elle explique, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle va se marier avec un mec riche. C'est qu'elle est endettée, en fait, elle veut pas être pauvre, mais elle est pauvre. Elle est endettée, et c'est même une des raisons pour lesquelles, tu sais, vers la fin du film, quand elle devait partir avec le riche et qu'elle annule ses vacances, elle peut pas retourner chez elle parce qu'elle a mis son appart en location. Si t'as de l'argent, Oui. tu fais pas ça, tu vois. Donc t'as tous ces trucs. Non, moi, ce qui m'a surpris, c'est plutôt le personnage de Chris Evans, qui était juste, tu vois, le fait qu'il soit pauvre, c'est pas de sa faute. Mais la façon qu'il avait d'être en mode, non mais il y a des boulots que je veux pas faire. En fait, t'avais l'impression qu'il voulait pas sortir de sa misère. Le mec, il a presque 40 piges, il vit encore avec des colocataires dans un appart piteux, dans un appart miteux, pardon. Tout est en piteux état. Et en plus, il est pas agréable, il est pas charmant. Enfin, il avait rien pour lui, quoi. Et tu comprends pas la relation. Elle, Non. pareil, sa relation avec Pedro Pascal. Bon, le mec, il dit c'est logique, et de toute façon, je suis pas amoureux. T'es pas amoureuse de moi non plus, mais c'est une sorte de suite logique, donc on peut continuer. Oui. Et j'étais en mode, Moi, j'ai trouvé qu'il avait un argument. que... Oui, bien sûr. Mais le fait qu'elle découvre qu'il ait fait l'opération et qu'elle lui dise ça me gêne pas et qu'elle rompe avec lui 2 secondes plus tard, t'es un peu en mode madame, enfin tu vois, soyons cohérents. Elle dit ouais, moi aussi j'ai fait de la chirurgie plastique et tout, donc je te juge pas. Et ensuite elle rompt avec lui. Quand elle dit ça et qu'elle montre ses seins, j'ai pas compris. J'ai ri. J'ai dit un moment drôle, tu vois. Voici la comédie. Et surtout, tu te dis, ça fait un certain temps qu'ils se fréquentent, elle avait pas vu depuis le début les cicatrices sur ses jambes. C'était bon. Elle était peut-être occupée à regarder le reste. Écoute, je sais pas. Il y a toujours un truc qui me sort un peu des films, c'est quand on voit des acteurs très célèbres, très populaires et très très riches qui jouent des gens pauvres, ça me sort un peu du film. Non, mais c'est surtout tout le côté... Bon, tu me diras, cette fois-ci, elle avait un boulot, elle avait un peu plus de personnalité, mais la meuf lambda qui, tout à coup, attire l'attention du mec super riche, quand ça a commencé, j'étais un peu en mode... genre 50 Shades. Enfin, tu vois, Oui. on retourne un peu dans... Bon, après, on en est quand même loin, hein, mais... Elle joue j'ai souvent pas le même rôle. Ouais. Et j'ai pas compris tout le temps qu'on a passé avec sa relation avec Chris Evans, puisqu'on l'a même pas vu, donc tu comprends pas l'attraction, tu comprends pas le... Je sais pas, Le moment où on pourrait dire que le film a un propos, c'est l'histoire du viol de la cliente. Ouais, mais ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. Et au départ, en effet, je me suis dit, le concept... Je savais pas que c'était une meuf qui... Son boulot, c'était de, en gros, t'aider à trouver l'amour. Donc, on aurait pu étudier ça plutôt tout... Tu vois, les trucs avec les interviews où les gens s'asseyent en face d'elle et lui disent des trucs de ouf. Ça, c'était intéressant. On aurait pu partir là-dessus. Mais je trouvais que le film allait dans trop de directions différentes et qu'au final, tu sais pas trop ce qu'il essaye de te faire comprendre. Tu sais pas trop ce qu'elle te dit, quoi. Donc, bref, voilà. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de ce merveilleux film qu'est Une bataille après l'autre. Une bataille après l'autre, film réalisé par Paul Thomas Anderson, qui est connu notamment pour j'arrive même pas à parler. There Will Be Blood, pardon, Boogie Nights, Phantom Thread, je crois que c'était il y a 4 ans, Licorice Pizza. Il a gagné un truc d'ailleurs pour ce film, je sais plus trop quoi. Du coup, au casting, on a Leonardo DiCaprio, que je ne présente pas, tout le monde connaît, qui interprète le personnage de Pat, ou de Ghetto Pat, puisqu'il sort avec une... Je pense que c'est parce que sa copine est noire, qu'on l'appelle Ghetto Pat. Et Bob, du coup. Commentaires. Voilà. Il y a Sean Penn aussi, qui est à la fois méconnaissable et reconnaissable, je sais pas. Genre, quand je l'ai vu, j'étais en mode... Je connais ce mec, mais je connais pas ce mec. Qui interprète, du coup, le rôle du colonel Stephen G. Lockjaw, qui l'interprète plutôt bien, d'ailleurs. Franchement, Enfin, le personnage est habité. Voilà. C'est vrai qu'il y a une performance physique et vraiment d'interprétation de son côté. Ouais. L'acteur était en train d'acter, quoi. T'as Teyana Taylor qui interprète Perfidia Beverly Hills, la copine du coup de Pat. Regina Hall qui joue le rôle de Deandra.
et Benicio del Toro qui joue Sensei Sergio San Carlos. Et on a Chase Infinity qui, c'est son premier rôle, joue du coup le rôle de la fille de Leonardo DiCaprio et de Teyana Taylor, qui s'appelle Willa. Le film est sorti le 24 septembre 2025, et si je dois le résumer, hein, c'est le résumé IMDb, ça nous dit « Lorsque leur ennemi juré refait surface après 16 ans, une bande d'anciens révolutionnaires se réunit pour sauver la fille de l'un des leurs. » Voilà pour la partie sans spoilers. Donc là, je vous invite à continuer si vous avez vu le film, et si vous ne l'avez pas vu, à mettre pause, le regarder et revenir écouter la suite. Rise and shine. Bat an eyelash. Good morning. There are no hands on the clock Why? because they're not needed. What time is it? Fuck. You know, I don't remember that part. All right, let's just not nitpick over the passwords. This is Bob Ferguson. I was a part of the French 75. Et si on commençait par parler des personnages, on peut déjà dire que le film il est divisé en 2 parties. La première partie donc se passe dans les années 2000 et la deuxième partie à notre époque. Donc le personnage central vraiment de la première partie du film, et c'est le personnage de Perfida Beverly Hills qui est joué par Teyana Taylor. Teyana Taylor qui commence à avoir une carrière au cinéma qui devient importante. On la voit de plus en plus. Tu l'avais déjà vue dans... Parce que je sais qu'elle était dans le reboot de White Men Can Jump, qui a été sorti sur Disney+, il y a peut-être 1 ou 2 ans. Elle a fait d'autres films. Oui, elle fait pas mal de productions du cinéma noir. Elle a fait peut-être même plusieurs films de... Comment il s'appelle celui qui fait les films Madea, là. Tyler Perry. Et voilà, elle a fait plusieurs productions de Tyler Perry. Non, elle a, en parallèle de sa carrière musicale, on sent qu'elle cherche vraiment à avoir une carrière au cinéma. Et là, ce film avec Leonardo DiCaprio, ça l'a propulsé à un autre niveau de sa carrière d'actrice. C'est clair. Parce que Paul Thomas Anderson, c'est un des plus grands réalisateurs hollywoodiens, donc rien que ça, déjà, ça fait que... Ouais, et parce que même si elle a une carrière musicale, elle est connue dans le monde de la culture noire, elle est pas du tout mainstream comme chanteuse. Et je pense que là, le fait que, pareil, en tant qu'actrice, elle est pas du tout mainstream. Je pense que même si peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vue dans des films qui étaient plus mainstream avec des rôles un peu secondaires, ils l'ont pas retenu qui elle était. Là, maintenant, je pense que tout le monde sait qui elle est. Et là, ce film, surtout la première partie, elle est assez inoubliable. Mais bon, revenons quand même à l'analyse de ce personnage. Toi, t'en as pensé quoi ? J'ai détesté. Écoute, moi j'étais... Tout le film, enfin toute la première partie au cinéma, j'étais hyper dubitative, je ne comprenais pas ce qu'ils essayaient de me dire et je cherchais vraiment le message caché. Je cherchais la métaphore, qui n'existe clairement pas. Et, c'est ce qui vraiment, fait peur en fait. Parce que moi, j'ai pas trop regardé la promo du film, ça m'intéressait pas particulièrement. J'ai vite fait vu la bande-annonce il y a longtemps. Et je trouve que la promo, il montre beaucoup les 3 actrices, Regina Hall, Teyana Taylor et Chase Infinity. Et j'avais l'impression qu'elles avaient un rôle central, bien écrit, surtout qu'elles défendent beaucoup le film, les actrices. Grave. Mais quand tu vois le personnage... Je pense que c'est un peu un piège d'ailleurs. C'est un peu un piège pour dire aux Renois, venez voir le film et tout, c'est pour vous aussi, on est dedans. Et du coup, moi, je suis clairement tombée dedans. En fait, j'avais vu la bande-annonce il y a genre 6 mois. Enfin, à sa sortie, en tout cas. Évidemment, c'est une bande-annonce, donc peut-être que maintenant, si je la re-regarde après avoir vu le film, je comprendrai mieux. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, j'en suis sortie avec le souvenir de « Ah, Regina Hall, c'est la femme de Leonardo DiCaprio, puisque dans ma tête, ils ont à peu près le même âge, et du coup, ça faisait sens. Et genre, Teyana Taylor, elle jouait une version plus jeune de Regina Hall. C'est vraiment ce que j'ai cru au départ. Et que... du coup, ils avaient une gosse qui s'appelait, du coup, Willa, le personnage de Chase Infinity. Moi, c'est ce que j'ai cru. Donc, imagine déjà ma tête quand le film commence et que je vois Leonardo DiCaprio lancer des regards à Teyana Taylor. Je suis en mode, what? Mais genre, surtout,
Mais pareil, je me dis des fois peut-être que j'ai regardé la bande-annonce d'un œil parce que moi j'avais l'impression qu'effectivement le personnage de Tiana Taylor, qui était la même personne que Regina Hall, avait disparu et qu'il essayait de la retrouver elle, la mère, tu vois, pour sauver leur fille. Moi c'est l'histoire que je m'étais faite dans ma tête. Et en connaissant la différence d'âge entre Leonardo DiCaprio et Tiana Taylor, je me suis dit à aucun moment ils vont mettre les deux ensemble, surtout en 2025. Non, mais de regarder l'âge de l'actrice, elle est plus jeune que moi, quoi. Enfin... Non, mais surtout, ce qui est drôle, c'est quoi? C'est le moment dans le film où, tu sais, où le personnage, du coup, de Leonardo DiCaprio se fait arrêter, et que, je sais plus, c'est les pompiers, une ambulance ou la police qui dit il a 42 ans. J'étais là, dans quel monde ce vieux monsieur a 42 ans? Faut arrêter un moment, vraiment, faut arrêter. Mais c'est vrai. Et peut-être qu'ils essaient de nous faire croire, du coup, dans la première partie du film, on doit supposer, du coup, que Leonardo DiCaprio, il est dans sa trentaine, et ils n'ont même pas essayé de le rajeunir, même, tu sais, avec les effets spéciaux, là, les CGI qu'ils nous font pour rajeunir les acteurs, ils ont même pas essayé, quoi. Et Leonardo DiCaprio, je le rappelle, cette année, il a 50 ans. Et Tiana Taylor, cette année, elle a 34 ans. Juste ça. Ah ouais. Donc, tu me dirais que c'est toujours mieux que ce qu'il fait dans la vraie vie, hein, tu vois. C'est vrai. Là, au moins, la différence d'âge n'est que d'une vingtaine d'années. Dans la vraie vie, il sort avec des meufs qui sont même plus jeunes que l'âge de la fille, de l'actrice qui joue sa fille. Genre Chase Infinity, elle a plus de 25 ans. Donc, il serait pas avec elle dans la vraie vie. Enfin, bref. Pour revenir quand même au personnage, toujours, dans le film, c'est une révolutionnaire, elle est présentée par les autorités comme une terroriste, et c'est vraiment quelqu'un qui veut changer le monde, mais qui veut vraiment frapper fort, parce que vraiment, on sent que son cœur de cible, c'est de libérer les personnes qui sont enfermées, elle veut contrer en fait le gouvernement qui essaie d'empêcher l'immigration, de ce que je comprends, des Mexicains vers les États-Unis, et qui sont du coup dans des espèces de camps, des espèces de prisons, qui sont des vrais grands camps, quoi, comme des camps de concentration, pour les empêcher d'arriver aux États-Unis ou pour les renvoyer au Mexique. C'est pas très clair. Je pense qu'il y a un peu des deux. Tu vois, déjà, j'ai un problème avec le terme révolutionnaire parce que j'ai pas l'impression qu'elle... Enfin, pour moi, c'est une anarchiste. À un moment, en effet, elle a son discours de oui, on veut. Je sais qu'elle dit, elle veut libérer toutes les frontières. Enfin, elle veut que les frontières soient ouvertes et que les gens puissent circuler librement dans le monde entier, en tout cas aux États-Unis. Mais de façon générale, quand tu la regardes, la meuf, c'est le chaos personnifié. Ouais. C'est juste, elle aime quand ça fait boum, quand ça tire, elle aime quand c'est dangereux, elle aime l'adrénaline, en fait. Et ce qui est bizarre, mais c'est est-ce qu'elle a un vrai... Non, vas-y. Non, je vais dire, est-ce qu'elle a un vrai message, un vrai mouvement? Je suis pas convaincue. Moi, j'ai l'impression que... Parce qu'à un moment, ils le disent dans le film, tu vois, il y a sa mère ou sa grand-mère, je sais pas très bien qui dit qu'elle vient d'une famille de révolutionnaires. Donc on suppose que c'est un truc qu'elle a... Enfin, c'est sa famille, quoi, qui faisait depuis longtemps qui était activiste. Mais elle est vraiment dans l'extrême, où elle agit pour de vrai. Et au début du film, quand le film il a commencé, moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié avec ce personnage et avec ce groupe, c'est que je me dis... Ils osent vraiment faire des actions, ils vont pas juste faire des manifestations, ils font pas juste, même si c'est important aussi de faire des manifs et de protester, mais eux ils sont direct dans l'action. Ils font vraiment les trucs dangereux, ils font tout péter, ils libèrent les gens, ils osent quoi. Et ça c'était quelque chose que j'appréciais. Ensuite, juste après ce début qui était pour moi prometteur, tout ce qui nous montre du personnage est bizarre. On a l'impression qu'elle est... T'as trouvé le début prometteur ? Moi, au début, ouais, quand on nous montre le début où on voit un groupe de révolutionnaires qui fait tout péter, qui libère des gens qui sont enfermés, je me suis dit, ouh, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Enfin, tu vois, je m'attendais à les voir faire des choses fun. Enfin, des choses révolutionnaires, le quoi. reste du groupe. Reste du groupe, mais pas elle. Elle, on la voit. Elle, ce qu'elle fait, c'est bizarre. Je sais pas comment décrire, voilà. Donc, tu vois, dès le départ, pour moi, ce personnage, j'ai un problème. J'étais là, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? J'ai pas compris. Mais surtout la scène... J'ai juste pas compris. La première scène où on la voit avec Lockjaw, le sergent, et elle lui dit, oui, déshabille-toi et tout, là, toute cette scène-là. Au début, je me suis dit, ils se connaissent déjà ou qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi elle agresse le monsieur sexuellement? Grave. Je ne comprends pas. Et apparemment, ça lui a plu, le monsieur, parce qu'après, il recherche... Mais c'était très bizarre. Et je n'ai pas compris pourquoi on l'a fait faire ça. Mais, enfin, c'est un truc...
On en reparlera sûrement plus tard aussi avec les autres personnages, mais ce personnage-là, surtout de Perfidia... Et le nom. Déjà le nom, vraiment, déjà le nom, je t'en mode... déjà le nom. Mais elle est balancée entre ces deux hommes blancs. Déjà, c'est vieux... Enfin, je suis désolée, hein, mais ces vieux blancs dégueulasses et tout, et tu les regardes, et ils ont tous les deux, en fait, une vision d'elle qui est totalement fétichiste. Et même nous, du coup, puisque nous, quand Lockjaw commence à la pourchasser, à la chercher, et ben on voit tout de son point de vue à lui. Donc quand il est là, dans sa voiture, avec ses jumelles, en train de se masturber en la regardant mettre à... Tu sais, il a une vision totalement fantasmée de la meuf, quoi. Et c'est dégueulasse, parce que c'est totalement pervers, mais c'est la vision, on ne voit pas Perfidia en tant que femme, on la voit à travers les yeux des hommes blancs qui l'entourent. Et qui la voient comme un objet, comme un concept, pas comme une personne. Et en plus, le propos d'avoir une hypersexualisation du personnage de Perfidia à travers le regard de ces hommes-là, ça aurait pu être un propos, ça aurait pu être une critique de notre monde. Au lieu de ça, en fait, ils ont juste hypersexualisé la meuf, mais elle devient un objet sexuel pour tout le monde et pour le public aussi. Et du coup, il n'y a plus de propos politiques dans le fait que le regard de l'homme blanc sur les femmes noires. Ça aurait pu, mais c'est raté. Bah si, techniquement, c'est aussi un propos. C'est de dire que on pense toujours que ce sont des objets sexuels. C'est ce qu'il est en train de dire. Bah oui, on voit, mais aussi on nous montre qu'elle participe à ça, tu vois, elle est pas une... Enfin, on a l'impression que c'est pas une victime de la situation, mais qu'elle recherche ça, puisqu'elle est tout le temps hyper sexy. Quand elle fait sauter des trucs, elle dit à son mec, viens, on va faire des choses pendant que ça explose. Si, mais madame, il faut partir. Qu'est-ce que vous faites? Tout le temps, on la voit à la recherche d'une relation sexuelle, et vraiment, mais dans des endroits totalement incongrus. Et à des moments aussi totalement incongrus, ce qui donne l'impression qu'elle a un petit côté nympho. Et du coup, le fait qu'elle-même, elle soit dans cette attitude, bah du coup ça fait que ça justifie en fait le regard que les gens ont sur elle. Et en plus la relation qu'elle a avec Lockjaw, elle est hyper bizarre parce que lui on suppose qu'il a une relation de pouvoir avec elle puisque quand elle se fait arrêter tout ça, elle joue aussi encore une fois de sa sexualité pour pouvoir l'amadouer et elle se retrouve prisonnière. Tu vois, dans une maison où on a l'impression qu'ils vont en faire une tradwife, tu vois. C'est vicieux parce que moi, quand j'ai vu le personnage comme ça, t'as l'impression qu'on essaye en effet de justifier en disant bah ouais, mais c'est comme ça qu'elle est, c'est ce qu'elle aime et tout, machin. Parce que clairement, quand Lockjaw, il l'attrape dans les toilettes et qu'il lui dit rejoins-moi à tel endroit, machin, si tu veux pas que je vous arrête tous, il la force. Tu vois, genre, toute la relation qu'ils ont après ça, elle est pas consentante puisque elle est sous la menace. Mais c'est pas représenté de cette façon. On fait comme s'ils nous montrent des scènes où c'est elle qui a le pouvoir, alors qu'elle n'a pas le pouvoir. Et on essaye de... Il joue sur une ambiguïté de jeu sexuel. Oui, mais qui est malsaine et mal placée. On sait pas trop si elle est vraie. Enfin, ils essaient de faire une espèce de flou entre est-ce qu'elle est vraiment dominée par lui, elle a pas le choix, ou est-ce qu'elle joue un jeu avec lui. Ils essayent de nous faire croire que la victime a le contrôle de la situation, et on sait que c'est pas le cas. Et surtout, ce qui est très étrange aussi, la façon dont l'histoire est racontée et filmée, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas compris, mais moi quand je vois la scène dans la chambre d'hôtel entre Perfida et Lockjaw, j'avais l'impression qu'elle avait pas couché avec lui. J'avais juste l'impression qu'elle avait réussi à tourner son petit jeu de domination pour qu'elle puisse s'en aller, quoi, sans qu'il se soit rien passé. Et au final, la scène d'après, on voit qu'elle est enceinte, on comprend tout de suite le lien qu'il y a entre les deux. Et là, tu comprends... Mais c'est vrai que, voilà, on donne l'impression qu'il y a une espèce de jeu entre eux depuis le début, depuis la toute première scène où on les voit tous les deux. Et vraiment, je trouve même ça, le fait qu'elle soit enceinte, déjà, j'ai pas compris. Donc, elle a couché avec lui sans protection, et elle a couché avec lui sans protection et sous la contrainte, sous la menace, et ensuite elle a gardé le bébé et elle continue de vouloir mener sa révolution en étant enceinte. Enfin, ça n'a aucun sens. En fait, c'est la façon dont mon personnage est écrit. Et en plus, elle est critiquée parce que elle ne n'agit pas comme une mère traditionnelle. Tu vois, comme une femme enceinte traditionnelle. Elle est critiquée par, du coup, le personnage de Leonardo DiCaprio et par le personnage de Regina Hall, tu vois, qui la juge aussi. Et on a l'impression qu'elle boit. Même par sa mère, puisque quand elle parle avec Leonardo DiCaprio, elle dit au départ je pensais que c'était toi qui était pas assez bien pour ma fille et regarde comment ça a tourné. Donc
t'as ce truc... Parce que moi, je suis désolée, mais en ayant vu ça, je pouvais pas m'empêcher de repenser à toutes ces histoires d'horreur qu'on a appris, notamment pendant l'esclavage, où clairement, les femmes, qu'elles soient afro-américaines, qu'elles soient sur les îles, qu'elles soient machin, c'était des propriétés de l'homme blanc. Et tu vois l'homme blanc, en fait, essayer de faire de la gymnastique intellectuelle pour justifier le viol, l'agression sexuelle, etc., en disant non, mais en fait, c'est de leur faute. Ouais. Parce que c'est techniquement ce qu'on est en train de nous dire. On est en train de nous dire, non, tout ce qui s'est passé, elle le voulait, elle était consentante, regardez-la, elle passe son temps à sauter sur les gens, elle peut pas se contrôler, c'est une femme noire, quoi. Voilà ce qu'on est en train de te dire. Et je trouve ça dingue. En 2025, je trouve ça dingue. Et qu'il n'y ait qu'on n'ait absolument jamais son point de vue, à part dans les voix off. C'est les seules fois, et même faut écouter ce qu'elle raconte dans les voix off. Toute la scène où elle dit, après que le bébé soit né, on prétend que du coup elle fait une dépression, je sais plus comment ça s'appelle, mais dépression de certaines femmes, voilà, postpartum, qui ont après avoir accouché. Mais on n'est pas sûr, puisque on la voit que du point de vue de Leonardo DiCaprio, qui est soudainement le meilleur papa qui ait jamais existé sur Terre. Et elle, quand dans sa voix off, elle est en mode, techniquement, elle se barre parce que soudainement, Leonardo DiCaprio, il passe plus de temps à s'occuper de leur gosse qu'à la regarder elle, et du coup, elle est jalouse. Et t'as envie de dire, what? Ouais, c'est vrai que... Parce que dire qu'elle quitte parce qu'elle est jalouse de son bébé, ça montre, parce que le début, le film, il veut nous montrer une femme forte, révolutionnaire et compagnie qui assume sa sexualité. Au lieu de ça, il nous montre une femme totalement instable psychologiquement, qui a des comportements sexuels bizarres, qui est jalouse de son propre enfant, qui fait n'importe quoi. On a vraiment l'impression que c'est le chaos total, cette meuf. Total. C'était hyper dommage. Parce que, toute la première partie du film, tu te dis... Et en plus, pour en rajouter à toutes ces situations, du coup, comme on fait un mélange de postpartum et elle est un peu instable et elle veut faire la révolution, elle va faire un braquage qui tourne mal à cause d'elle. Donc elle tire sur quelqu'un, on nous montre bien que c'est de sa faute, elle essaie de s'échapper, elle se fait arrêter et elle trahit tout le monde. Donc en plus, pompon du pompon, c'est une traître. Get your noses in the carpet. My name is Jungle Pussy. This is what power looks like. See my face? This some set it off shit. I don't want you. I just want your money. Your money pays for my artillery, my supplies, my transportation, my dynamite, my message. I am what black power looks like. See my face? Le film est inspiré d'un livre. Du coup, qui s'appelle Vineland de Thomas Pynchon, je sais pas, bref. Que dans ce livre, toutes les personnes sont blanches, en fait. Il me semble que le personnage de Leonardo DiCaprio, il n'existe pas vraiment. Le personnage de Perfidia Beverly Hills, il existe, mais c'est pas une... au départ, c'est pas vraiment une révolutionnaire, c'est plutôt une espèce de journaliste, je crois, et qui rentre dans une relation bizarre avec le colonel et tout, et qui même, je crois, l'aime, et je sais pas quoi, c'est... très bizarre, mais le choix d'avoir remplacé du coup cette femme blanche dans le livre par une femme noire, déjà ça change totalement la dynamique des choses. Et surtout, quand ce que tu viens de décrire, donc le fait que elle tue un agent de sécurité... Un agent de sécurité noir. C'est un homme noir, voilà. Elle tue un homme noir dans sa révolution. Elle tue un homme noir. Ensuite, elle se fait arrêter et elle trahit tous les membres de son camp, etc. C'est une déformation de ce qui est arrivé à la personne qui a existé, la révolutionnaire Assata Shakur, qui est décédée il y a le mois dernier, qui, pour le coup, a été accusée à tort d'avoir tué un policier. Elle a été accusée à tort d'avoir tué un policier, elle s'est fait arrêter, elle a donné naissance à un enfant en prison, ils ont voulu la forcer à avorter à plusieurs reprises, elle a refusé parce que du coup, elle croyait en son mouvement et le but de sa cause, vraiment, c'était du coup un meilleur futur pour les générations suivantes, donc elle a préféré endurer tout ce qu'ils lui ont fait subir et donner naissance à son enfant. Elle n'a jamais dénoncé et trahi les membres de son camp, à tel point qu'ils ont réussi à la faire libérer, et elle s'est échappée au Mexique. Mais comme tu peux le voir, c'est à peu près ce qui arrive à Perfidia, mais pas de la même façon. Elle finit au Mexique, mais le déroulé des événements n'est pas du tout le même. Et en plus, elle part au Mexique pour fuir sa culpabilité, parce qu'elle a tué quelqu'un, je pense qu'elle se sent pas très bien, et elle a trahi toute son organisation, et aussi pour fuir le sergent Lockjaw,
qui l'a en fait enfermée parce qu'elle est sous protection du coup, et elle est dans une maison, et comme on essaie de nous montrer que c'est une femme libre, voilà, c'est une révolutionnaire, elle aime courir, se battre et tirer sur des trucs, et on montre qu'en fait on lui impose un rôle de, entre guillemets, de femme au foyer, puisqu'on voit Claude Joe qui l'a mise dans cette maison, qui arrive avec des fleurs comme un prince charmant, et c'est pour ça qu'elle s'enfuit. Et elle essaie même pas de se réhabiliter auprès de son groupe, on n'entend plus parler d'elle après, pendant tout le reste du film. Une fois qu'elle est partie, c'est fini. Ce qui est d'autant plus choquant, c'est quand Lockjaw l'attrape dans les toilettes et lui dit « Rejoins-moi à tel endroit, telle adresse, machin », elle en parle à personne. Ouais. Elle en parle à personne, elle a une relation avec lui, on suppose qu'ils se sont pas vus qu'une seule fois parce que le mec est obsédé par elle, donc je pense, j'espère que genre c'est pas encore un truc de, oui, tu sais, l'expression « once you go black, you can go back », de genre ouais. il a passé une nuit avec elle et le mec est obsédé, il peut rien faire d'autre et tout. Il a même pas passé une nuit avec elle. Elle l'a forcé à se tripoter devant elle quand elle l'a pris en otage, et ça a suffi. Ouais. Alors que c'était pour l'humilier, et c'est l'humiliation qui lui a plu. Ouais. Et du coup, quand elle se retrouve dans cette maison, déjà c'est très drôle. Moi, je le vois l'amener dans la maison et tout, j'étais en mode, genre, la police, personne dit rien, genre, la meuf, genre, on est même plus sous protection, tu vois, ils ont fait un truc pour cacher son identité et tout, mais la meuf est hors de prison, enfin, tout le monde accepte ce truc-là, quoi. Genre, on lui dit, ah, ok, bah, vas-y, mets ta copine noire dans une maison et tout, personne ne va rien dire. C'est toi, le policier, c'est toi qui as mené l'enquête, mais on accepte que, du coup, ta prisonnière, la personne que t'as arrêtée, vive avec toi dans une maison. Enfin, ok. Bah, après, il vit pas avec elle. Je pense qu'elle vit toute seule. Mais c'est juste qu'il savait où elle était, du coup il en profitait pour aller la voir. Parce qu'elle était coincée de toute façon. Quand il l'amène dans la maison la première fois, il y a plein d'agents, enfin elle est pas toute seule, il y a plein d'agents, donc tu supposes qu'il y a quand même une espèce de... Parce qu'elle est sous protection, son identité est cachée, et du coup t'es sous protection je sais pas quoi à vie, il me semble. Mais je pense que quand t'es sous protection, t'as pas la police avec toi tout le temps, c'est juste tu fais ta vie, mais tu dois pas dévoiler ta vraie identité. Bah franchement je sais pas, parce que il semble surpris qu'elle ait réussi à s'échapper, mais même le fait en fait c'est ce qui me choque d'autant plus, c'est qu'elle s'échappe à ce moment-là. Elle s'échappe pas quand le mec la trouve la première fois et lui dit ouais reviens à cette adresse sinon j'arrête tout le monde. Elle s'échappe une fois qu'elle est tombée enceinte de lui, qu'elle a donné naissance, qu'elle a trahi tout le monde, et qu'ensuite il lui dit « Ah bah maintenant tu vas rester dans cette maison ». Genre, trahir tout le monde, abandonner son gosse, tout ça, elle en avait rien à faire, mais à partir du moment où il la met techniquement dans une cage, là c'est trop. Ouais. C'est aussi ce que ça veut dire, tu vois. Donc non, je suis désolée, mais ce personnage est une abomination. J'ai pas d'autres mots. Et pourtant... Qu'on soit bien d'accord, Teyana Taylor a fait un travail incroyable. Déjà, je l'avais jamais vue en tant qu'actrice, donc j'étais en mode waouh, genre le personnage est intense, elle jouait super bien, elle est magnifique. De ce côté-là, j'ai pas de soucis, mais ce personnage, c'est pas possible. On sent que c'est vraiment, elle s'est donnée corps et âme, quoi, au rôle. Ah oui, elle a habité le personnage. Ils l'ont hyper bien casté parce que elle est superbe. Et c'est vraiment, justement, comme ils ont cherché à faire un personnage qui était hyper sexualisé et compagnie, elle était parfaite. Elle est, tu vois, même dans son physique, elle est très musclée. Du coup, elle est forte. On sent qu'elle a une fierté dans sa façon de se déplacer. Elle est, tu vois ce que je veux dire, elle a vraiment une attitude qui marche très bien avec le personnage, et en même temps elle arrivait à montrer des moments de vulnérabilité aussi où tu sens que le personnage il va vriller, il va pas très bien. Elle a quand même essayé, je pense, d'humaniser son personnage pour justifier bien le postpartum et le fait qu'elle était pas très très bien, qu'elle allait pas totalement bien. Toute la partie où elle a accouché et où tu sens qu'elle est malheureuse et tout, elle l'a très bien joué aussi. Donc bon, son personnage, malheureusement, il a été écrit comme il a été écrit, elle a fait ce qu'il fallait, hein, elle a fait son job, mais c'est clair que comme représentation de femme noire forte, c'est assez catastrophique. Mais ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est que t'as l'impression que ce personnage-là, on considère que c'est une femme noire forte, que sa force vient de son pouvoir sexuel. C'est tout. Il n'y a aucune autre force, parce que clairement, intellectuellement, ça va pas, psychologiquement, ça va pas, voilà, elle est forte physiquement et sexuellement, c'est tout. Il lie beaucoup l'espèce de guerre qu'elle mène et sa sexualité. Même il y a toute cette scène avec Leonardo DiCaprio où il lui explique comment faire une bombe, je suppose. Et elle qui est totalement dans un autre délire. Et moi je pense qu'ils essaient tout le temps de mettre ces deux petits moments et de montrer aussi le décalage, parce que quand elle est enceinte, à un moment on la voit cette scène avec son énorme ventre et elle tire à la mitraillette, ou je ne sais pas comment s'appelle cette arme, et et tout le monde est un peu choqué de la voir faire ça. Bon, moi j'ai pas trouvé
ça particulièrement choquant qu'une femme enceinte s'entraîne à tirer, mais tu sens qu'elle prend un plaisir profond à la violence. Et que ça va au-delà du fait d'être une mère. Et après, je pense qu'il y a aussi le côté où tu peux comprendre qu'une femme, elle n'a pas forcément un instinct maternel, elle n'a pas forcément envie d'être mère. Enfin, elle n'avait pas choisi à la base d'avoir un enfant. C'est juste, c'est arrivé. Que t'es pas obligé, je comprends. Mais vraiment, la représentation, la façon dont le personnage a été écrit, entièrement, ça dessert complètement la représentation des femmes noires. Il n'y a rien qui la sauve. Même si on essaie de créer une complexité dans le personnage, parce qu'on aurait pu faire une révolutionnaire qui n'a pas envie d'être mère, ça aurait été compréhensible s'il n'y avait pas eu toute cette hypersexualisation, cette relation bizarre avec les hommes et le fait qu'elle est trahie, ensuite elle devient une mère absente, vraiment c'était trop. T'as ça, et t'as surtout parce que, donc, pour rappel, perfidia, ça vient de perfidie, trahison, etc. Trahison, déception, bref, tout ce que tu veux. Et t'as aussi le fait qu'elle ait caché l'identité du vrai père. Enfin, elle ment à différents niveaux. C'est vrai. Et elle a laissé le bébé à Bob alors qu'elle sait que c'est pas son enfant, quoi. Voilà, donc c'est une femme noire, elle sait pas s'occuper des enfants. C'est une femme noire, c'est une menteuse. C'est une femme noire, elle est hypersexuelle et hypersexualisée. Et l'hypersexualisation va au point que quand Willa est attachée sur la chaise devant le colonel et qu'elle lui demande s'il a violé sa mère, la réponse, en gros, je sais pas exactement comment il répond au truc, mais il part d'une façon en mode en gros qu'il l'aimait, quoi, et que non, c'était pas un viol. Alors que techniquement, si, puisqu'elle était pas là de son plein gré, enfin, tu vois. Ouais. Donc t'as tous ces trucs où le fait, en fait, on aurait pu... Moi, je dis pas que toutes les femmes noires, elles doivent être écrites comme étant les meilleures personnes. Au contraire, je veux voir des femmes noires qui sont des méchantes, des vilaines, tout ce que tu veux, tu vois. Qui est différents niveaux de représentation. Mais dans ce film, on a différentes femmes noires et il y en a aucune qui s'en sort, il y en a aucune qui est bien servie par le film, il y en a aucune qui est bien écrite, puisque le film, qu'on le rappelle, c'est un film où les deux personnages principaux sont deux hommes blancs. Et ensuite, on voit les femmes noires entre les deux qui ne font que réagir à ce que ces deux hommes font. Et du coup, en fait, le fait que le personnage de Perfidia disparaisse totalement au bout de 15 minutes du film, fait que tu restes sur la façon... T'as que la vision, en fait, dont elle est perçue par les personnes qui l'entourent. On la revoit pas, on ne sait pas ce qui s'est passé après qu'elle soit échappée au Mexique. Oui, elle a écrit une lettre en disant, bon, peut-être que si jamais un jour tu veux me rencontrer. Mais on ne sait pas ce que vraiment ça veut dire, on ne sait pas ce qu'elle a fait. On sait juste qu'elle est venue, elle a foutu la merde, puisque pour rappel, la merde qu'elle a foutue, c'est qu'il y a plein de gens de son équipe qui se sont fait tuer parce qu'elle les a dénoncés. Et elle les a dénoncés parce qu'elle s'est fait arrêter. Et elle s'est fait arrêter parce qu'elle a tué quelqu'un. Ouais, c'est vrai qu'il y a toute la tout violence. Ça, c'est de sa faute. Il montre les conséquences horribles parce que tout le monde essaie de fuir, ils changent d'identité, ils essaient de se cacher. Et c'est vrai que cette scène où on les voit se faire violemment assassiner, c'est dur quand même. Et tu te dis la violence, parce qu'il n'y a pas de justice pour ces gens, même si ils ont fait des braquages, voilà. Enfin, ils défendaient une cause comme ils ont choisi de la défendre. Ils avaient quand même droit d'avoir un procès, d'être arrêtés. Non, on les a juste assassinés, quoi. Et tous les autres, du coup, qui ont survécu, ils se cachent, et ils ont dû abandonner leur cause et leur vie aussi, quoi. Mais ça, pour le coup, ce truc de la violence, la répression de l'État et tout, pour le coup, c'est plutôt réel. On sait que Fred Hampton s'est fait assassiner dans son lit, enfin, on sait que Martin Luther King, enfin, on les a tous vus se faire assassiner, donc on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Un truc qui est drôle, c'est que on voit pas de noirs se faire assassiner. On les voit tirer dans les jambes d'un mec, c'était le chauffeur après le braquage. Déjà, le braquage, où les gens, ils débarquent sans masque. En fait, t'as tout ce truc où tu comprends pas ce qu'ils font. Tu comprends pas ce qu'ils font, tu comprends pas ce qu'ils veulent, tu les regardes en mode... What is happening? Vraiment, genre la façon dont Lockjaw les a retrouvés en 5 minutes, la façon dont ils font des braquages, ils rentrent dans des bâtiments, machin, sans masque, en mode on est fiers, mais en même temps on se cache, enfin ça n'a aucun sens. Ils disent que Perfidia fait partie d'une famille de révolutionnaires, on dirait qu'elle a rien appris, genre c'est totalement amateur leur boulot. En plus on la voit passer des coups de fil là, genre elle fait des menaces à des gens au téléphone. Où elle revendique des attentats, on sait pas trop ce qu'elle fait. C'était bizarre. C'est vraiment très étrange. Et elle donne son nom. Enfin, vraiment, ils font tout pour se faire arrêter. T'es même surpris qu'ils se soient pas fait arrêter plus tôt. Mais même pendant le braquage, il y a l'autre là qui arrive et qui dit ouais, voilà, c'est ça qui est une femme noire, forte et tout. Genre, elle se présente. Jungle Pussy. La dame s'appelle... Bon, après, c'est une vraie artiste. Enfin, c'est une vraie artiste. Si vous allez sur Spotify, elle a une page Spotify avec sa musique. C'est une rappeuse, je crois, qui s'appelle vraiment Jungle Pussy.
Et c'est la même chanteuse qui a... Parce que tu sais, quand elle écrit sur la fenêtre à Lockjaw, This Pussy Don't Pop For You, ça vient d'une chanson de Jungle Pussy aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, oui, donc on les voit assassiner le chauffeur qui est un Babtou quand on sait pas d'où il sort, mais il se fait tirer dessus dans les escaliers. Donc lui, on sait qu'il meurt. On voit du coup la Blanche qui est du coup avec son mec Renoir. Et oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a que des couples interraciaux dans ce film, puisque il n'y a pas deux noirs ensemble, il n'y a pas deux blancs ensemble, il faut tout mélanger, c'est ça l'avenir, c'est ça... je sais même pas ce que c'est, mais c'est quelque chose, en tout cas, voilà. Et du coup, elle, on la voit se faire tirer une balle dans la tête violemment à la sortie d'un magasin. Et ensuite, les autres, on voit des courses-poursuites, on voit le Renoir, du coup, le mec de la Babtou, encerclé dans un truc, une fusillade, je sais pas quoi, avec du feu et tout, machin. Mais on le voit pas mourir, donc on sait pas ce qui se passe, on sait pas s'il est mort, on sait pas s'il s'est fait arrêter, on sait pas trop ce qui s'est passé. Jungle Pussy, pareil, je crois qu'elle se fait arrêter. Mais on la voit pas se faire tirer. Donc on suppose que tout le monde est mort à un moment, mais tout ça on le voit pas parce que, clairement, le réalisateur, Paul Thomas Anderson, comprend qu'il y a des choses que tu peux montrer et que tu peux pas montrer. Mais de toute évidence, ça va pas plus loin que ce qui est sur l'image. Le reste, en termes de représentation, en termes de message, on s'en tape un peu. Et j'ai pas compris, peut-être que tu pourras m'éclairer, mais cette scène où Leonardo DiCaprio est en train d'acheter des provisions pour son bébé et le colonel le rejoint et lui dit... J'aime plus les noirs que toi. J'ai pas compris. J'étais là, what? Moi, je pense que il voulait juste savoir... Je pense que lui, dans sa conviction intime, c'est que le bébé, c'est son bébé. Et je pense qu'il voulait juste savoir, en fait, comment elle s'appelait et si l'enfant était né et tout. Je pense que c'est juste ça, mais c'est juste que ce qu'il dit, c'est très très bizarre, parce qu'il dit qu'il aime les femmes noires et tout. Et rappelle-toi, en plus, au début du film... Après qu'ils aient fait le premier attentat qu'on voit, et qu'elle est dans la voiture avec Leonardo DiCaprio, et qu'elle lui dit t'aimes les femmes, t'aimes les filles noires, t'aimes les filles noires. C'était... Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Et il répète souvent ce type de phrase. Ouais. Et tu sais que ça a été écrit par un homme blanc, donc t'es juste mal à l'aise, et t'es en mode... Et vraiment, j'étais devant l'écran dans la salle de cinéma en mode... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas compris. J'étais vraiment, tu sais, mon cerveau me disait... Comment en 2025 tu peux nous montrer un film pareil? Et un des trucs qui me choque d'autant plus, c'est que c'est un film, tu sais que tu vas le voir aux Oscars. Tu sais que, tu sais, ils vont nous refaire une Green Book, quoi. Tu sais que Sean Penn, il va gagner le meilleur second rôle dans un film, tout ce que tu veux. Le film, il va être nominé dans toutes les catégories possibles. Et donc, on va encore te dire, vous voyez, c'est la meilleure œuvre de tous les temps, quoi. Alors que je suis désolée, mais ce film est une abomination. Ils essaient déjà de dire que c'est le film de l'année, que c'est le meilleur film, qu'il est incroyable. Alors que bon, moi je suis sortie de la salle, je dis bon ben... Ok. Enfin non, pour moi c'est pas un film extraordinaire. Je ne comprends pas les gens qui disent qu'ils ont pris une claque quand ils ont vu ce film. Je n'ai pas vu en quoi. C'est moi j'ai pris une claque, mais pas le même genre de claque. Vraiment, le film m'a giflé à différentes reprises, mais... C'est pas pareil. C'est vrai qu'on se sent un petit peu insulté par le film parfois. Ah non, c'est quelque chose. On a beaucoup parlé de notre chère Perfida. Peut-être de passer rapidement sur les autres persos parce que finalement ils sont accessoires. Moi je t'avouerais que le personnage qui m'a quand même le plus fasciné dans le film, c'est le colonel. Ah oui, parce que son histoire elle est marrante. Franchement, ils auraient pu faire un film que sur lui. Il est tellement étrange et il manque tellement d'humanité en même temps. Enfin, je sais même pas comment. Enfin, il ressemble à tous les suprémacistes blancs qu'on voit de nos jours et tout, machin. Et cette hypocrisie avec on considère que vous êtes une race inférieure, mais on n'hésitera pas à coucher avec vous, enfin, à faire tous ces trucs-là qu'on a l'habitude de voir, quoi. Et comment, du coup... Ce truc qui s'est passé il y a 16 ans où il a essayé de mettre derrière lui, mais en même temps, quand il réussit à capturer Willa, tu sens qu'il est en mode, ouais, tu lui ressembles pas. Enfin, tu sens s'il pouvait retrouver... Enfin, tu supposes qu'il a quand même essayé de retrouver Perfidia et que s'il pouvait la retrouver, il se remettrait avec elle. Donc vraiment, tu comprends pas l'obsession. Et en même temps, tu vois son truc où il arrive dans son club avec tous les autres suprémacistes blancs. Ça m'a fait marrer, le mari de Kerry Washington était... Enfin, le président dans Scandale était là et tout. Et les discussions qu'ils avaient, ils étaient là, ils disaient des trucs atroces, mais en même temps, c'était en mode... Tu sais, c'était comme des blancs, quoi. En mode, c'était normal. C'est comme, on sirote notre café, on est en mode, aller assassiner un tel, aller organiser ci, aller organiser ça. Et... la façon dont ils peuvent utiliser leur pouvoir en toute impunité, faire littéralement ce qu'ils veulent,
sans aucune répercussion. Tu te dis... En fait, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que les femmes noires, parce que du coup, on a Perfidia, donc qui doit s'enfuir et tout, qui fait un truc, qui fait plein de trucs atroces et qui disparaît. T'as Deandra, du coup, qui avait réussi à se cacher, donc interprétée par Regina Hall, qui avait réussi à se cacher, mais dès qu'elle apprend que Willa est en danger, donc elle vient pour essayer de sauver la gamine, et elle l'amène dans le couvent qui est aussi dirigé par une autre femme noire, où il y a d'autres noirs et tout. Et toutes ces meufs-là se font arrêter. Et on suppose qu'elles se font arrêter et qu'elles finissent en prison, peut-être même assassinées, mais on sait pas, parce que le film s'en fout. On a tous les personnages autour de Benicio del Toro, dont tous les latinos, où du coup on prend toute une ville en otage pour retrouver une gamine. On prétend que c'est tous des trafiquants de drogue, tout le monde accepte, personne dit rien. Et donc t'as tout le système underground qui est mis en place pour protéger ces gens. Mais comme c'est des latinos, ils sont en tâche de fond. Et t'as Bob qui est là parmi eux, genre Benicio del Toro passe son temps à lui présenter des gens. Bob, il en a mais rien à faire. Et pourtant, il se dit ancien révolutionnaire. Il en a mais absolument rien à faire. Tu sais, vraiment, lui dit la révolution, c'est comme un chapeau, quoi. Je la mets, je la pose, je la remets sur ma tête. C'est vraiment quand ça m'intéresse, quoi. Parce que c'est pas vraiment mon combat. Tu vois, il s'en tape, en fait. Ouais, surtout que... On en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que Bob, il y a plein de trucs qui se passent autour de lui hyper graves, et il a l'air de rien voir du tout. Et c'est pour ça que le film, il était marrant dans cette partie où, il y a Bob au milieu qui fait son délire, et il suffisait juste de regarder tout ce qui se passait autour pour... C'était comme plein de petits easter eggs, en fait, autour de lui. Oui. Mais c'était la vraie vie des gens qui se battent pour de vrai. Oui, mais ça veut aussi dire que le film n'est pas intéressé par ça non plus. Parce qu'on les voit, mais on sait pas vraiment... tu sais, on connaît pas le nom de leur mouvement, on sait pas trop ce qu'ils veulent, et pareil, Benicio del Toro, à la fin, il se fait arrêter pour protéger Bob. Tout le monde, en fait, fait tout pour se sacrifier, machin, pour protéger le personnage principal, l'homme blanc. Ouais, c'est vrai. J'ai pas compris pourquoi Sensei s'était sacrifié. Ben, parce que c'est ton rôle dans la vie. Enfin, la personne la plus importante est un homme blanc. Il y a pas de... tu vois, tu n'es pas le personnage principal. C'est ce qu'il faut que tu comprennes. Et donc, t'as tout ce truc où tu te dis, ah, ok. Je sais pas, vraiment, ce film, il m'a laissé dubitatif. J'étais là, qu'est-ce que je regarde? Pour en revenir à Lockjaw, du coup, c'est un militaire, donc on sent qu'il est haut gradé, c'est un sergent, je sais pas à quel point c'est gradé, puisque je n'y connais rien, colonel. Et en fait, dans le film, on voit que le groupe de suprémacistes blancs de Ultime, qui s'appelle les Christmas Adventurers Club, lui propose d'être membre donc de leur groupe. Donc là, il comprend que c'est un honneur ultime, et moi j'ai l'impression qu'il est simplement très opportuniste. No, I'm not sure if you've heard or not, but Jim Kringle passed away. Oh, I did hear that, yes. This means an opening. Colonel, I don't think I'm being immodest when I say that joining the Christmas Adventurers Club means that you are a superior man. No, not the best man, not the most intelligent, the most sophisticated, or the wisest. It just means that you are superior to other human beings, and you shall never want for riches or the greatest of friends. Je pense que profondément il est raciste, clairement, il le montre pendant tout le film, il fétichise énormément la femme noire, Perfida, et il a aucun scrupule à traiter vraiment comme de la merde tous les gens qu'il arrête pour la seule raison qu'ils sont mexicains. Mais je pense pas qu'il a une profonde croyance du club de Noël comme les membres qu'on nous présente. Je pense qu'il est juste hyper opportuniste et qu'il a juste envie de grimper les échelons, et que là en fait on lui propose le job ultime, tu vois. Et je pense que c'est juste ça, et il est capable d'aller tuer quelqu'un clairement pour atteindre son objectif. Non, mais tu sens qu'il est vide. Tu sens qu'il n'y a rien à l'intérieur de lui. Il est vide, et c'est pour ça que le premier truc qui sort de l'ordinaire l'obsède totalement. Tu sens qu'il y a quelque chose, tu sais quelque chose qui va pas chez lui. Et en même temps, les membres là bon, moi je les appelle les KKK, qu'on soit plus rapide. C'est marrant parce que la seule raison pour laquelle ils décident de le tuer, c'est parce qu'il leur a menti. Et que techniquement c'est un traître à leur cause. C'est genre, comment tu veux nous rejoindre et comment tu nous as regardé droit dans les yeux et tu nous as dit il y a absolument rien qui pourrait entacher ton tableau d'honneur de blanc suprémaciste suprême, à part le fait que t'aies une relation avec une Renoir et que t'aies une gosse qui se balade. Et du coup, pour eux, c'est l'injure ultime. Bon, en fait, l'enfant, c'est la preuve qu'il avait eu une relation avec une femme noire. Et je pense même s'il n'avait pas eu l'enfant, le fait qu'il ait eu une relation une fois avec une femme noire, c'était mort pour lui, quoi. Je pense que à la seconde où ils auraient eu cette information, ils auraient
Ils auraient voulu s'en débarrasser. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi il leur a menti. Parce que je pense qu'ils le savaient tous depuis le début. Surtout quand le mec, il le regarde en disant, du coup, vous pensez qu'il y a quelque chose qui pourrait, machin. J'ai l'impression qu'il lui donnait une porte de sortie. Et qu'il s'est dit, non, je vais pouvoir je vais pouvoir rectifier le tir. Mais, clairement, tu savais qu'il y avait des traces. En fait, c'est ça que j'ai pas compris. On sait qu'elle a dénoncé, on sait qu'elle est partie sous protection, rapprochée, on sait qu'il y a plein de trucs. Comment tu caches ça, en fait? C'est ça que je comprends. Et tous les gens qui ont vu... Enfin, je trouvais que le film, parfois, à des moments, était totalement ridicule. C'est comme la scène... Ah oui, il y a aussi l'Amérindien dont on n'a pas parlé, donc qui est de toute évidence un tueur à gages, et qui soudainement voit une gamine, et donc sa conscience refait surface, et décide d'aller tuer tous les blancs qui... D'ailleurs, on sait même pas ce qu'ils allaient faire avec la gamine, et je sais pas quoi, on suppose qu'elle allait la déporter, voilà. Et soudainement, il décide d'aller tous les tuer, et donc lui aussi on le tue. Il est en mode... Enfin bref. Non mais ça veut dire, en plus, lui, déjà qui travaille avec des suprémacistes blancs depuis toujours, en fait, c'est l'homme de main. Ouais. C'est l'homme de main d'un suprémaciste blanc, et ça le dérangeait pas du tout. À partir du moment où on le payait. Sa limite, c'était que c'était un enfant, mais il a décidé qu'il allait pas le faire lui-même, et qu'il allait laisser d'autres personnes s'en charger. Donc il était prêt à laisser la gamine se faire assassiner par d'autres personnes. Pourquoi il a eu une conscience au lieu de juste libérer la fille et de partir avec? Pourquoi il a décidé d'aller tuer tout le monde et de mourir en même temps? Ça n'a aucun sens. C'était pas utile, c'était un peu extrême. Non, c'est juste... l'auteur, il s'est dit, ce serait cool. Vraiment, tu vois, tu prends tous ces éléments et tu te rappelles que c'est un homme blanc marié à une femme métisse, qui a des gosses, du coup, qui sont encore plus métis. Je sais même pas comment on appelle les gens comme ça, mais bref. Voilà. Et tu te dis, il a écrit ça en disant, ouais, genre, il va montrer ça à sa femme, à ses enfants, en disant, voilà, vous êtes dans le film. C'est génial. On peut parler du personnage de Sensei, qui est latino, et qui, au moment où Lockjaw arrive dans la ville, donc pour pouvoir faire une descente et retrouver donc Willa, donc il soupçonne être sa fille biologique, on voit que lui, il a des choses importantes à faire. C'est qu'il y a des gens qui se font arrêter, probablement tués, dans sa ville. Il a toute une organisation souterraine, donc pour pouvoir les protéger, et il n'est pas plus perturbé que ça par le fait que Bob n'en ait rien à foutre du tout. Alors qu'à un moment, il aurait pu s'arrêter et lui dire, écoute, je comprends que ta fille, elle soit en danger, mais tu vois bien que je suis occupée à faire quelque chose, quoi. Je peux pas m'occuper de toi. En plus, il l'aide, mais vraiment, il a un comportement, je pense qu'il voulait un peu jouer sur le côté sensei, où il est hyper calme, il avance, il donne des ordres aux gens, mais il a une direction, tu vois, il est très très calme dans son attitude, donc ça avait un petit côté drôle et caricatural peut-être, mais en même temps, ce qui se passait, c'était hyper grave, parce que là, c'était vraiment de la vie des gens qui étaient vraiment en danger, et ça restait le décor de fond. Et encore une fois, c'est le personnage racisé qui aide le personnage blanc, qui n'en a rien à faire de ses problèmes. Totalement. Et le pire, c'est que c'est la raison de ses problèmes. C'est ça en plus. C'est clair. Et le moment hyper caricatural, c'est quand Leonardo DiCaprio s'en va et qui lui dit Viva la Révolution ou un truc comme ça. Tu vois? Je dis mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, et en fait, je pense qu'il faisait un mix de... Il voulait faire un film marrant quand même. Parce que quand Leonardo DiCaprio il s'enfuit et qu'il saute d'étage en étage là avec les gamins qui font du skateboard et qui tombent de 2 étages, cette scène, elle était drôle. Il se fait arrêter, bon c'était rigolo. Et la façon dont il se fait libérer, ça montre le pouvoir et la bonne organisation du groupe de Sensei. Tu vois. Mais ils ont encore dû faire des trucs chelous pour l'aider lui, alors qu'il s'est mis tout seul dans le pétrin encore. Alors qu'ils ont d'autres problèmes, ils ont d'autres priorités, mais tu dois quand même aider... Mais non, ça montre beaucoup de choses, parce que lui, il a aidé personne. Hein. Lui, vraiment... Non. Il arrivait même pas à s'aider lui-même. Il arrivait même pas à s'aider lui-même. BJ, Sensei, your guy fell off the roof and got arrested. what the fuck happened? You fell 40 feet and fucking fell in a tree, man. Shota got him with the taser. And my rifle? It's with me. Okay. Meet me at Secret Heart. Et quand il appelle les révolutionnaires, là, les French 75, et qu'on lui dit donne-nous le code, et qu'il se souvient pas, enfin, fais un effort, t'es un révolutionnaire, enfin, t'as des codes secrets, c'est quand même... C'était une organisation de folie. Mais même ce truc de donne-nous le code, genre le mec à un moment il est en mode je m'en souviens pas,
il essaye de... T'as même ce truc où je trouve que leur mouvement révolutionnaire, déjà, comme je t'ai dit, je comprends pas quelle révolution on essaye de mener, je comprends pas ce qu'on essaye de faire. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à les appeler les révolutionnaires, parce qu'il y a eu des vrais révolutionnaires qui ont existé, et je trouve que c'est une insulte de les mettre dans la même catégorie. Mais toutes ces discussions au téléphone où il appelle à plusieurs reprises et il est en mode j'essaye de parler à un être humain et en face de lui, tu comprends d'un côté en mode je sais pas si t'es vraiment qui tu prétends être, puisque je t'ai pas vu depuis 16 ans, et en même temps peut-être que t'es en train de me parler sous la contrainte. Donc, si tu peux pas te souvenir du mot de passe, eh ben, c'est parce que t'es stressé, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui pointe une arme et que, voilà, t'es en danger, donc j'ai pas envie que tu me mettes en danger. Mais en même temps, t'as aussi ce truc de, quand il finit par avoir un des anciens mecs qu'il connaissait, tu te souviens de leur mot de passe? Je crois que c'était... c'est un truc hyper philosophique et obscur, comme il n'y a pas d'heure... Non, le temps ça n'existe c'était pas, le quelque chose vrai comme ça. mot de passe. Ah, le truc Ça, avec c'est- les vagins. Exactement. Ouais. Genre, je sais pas quoi, latine. C'est vulgaire et c'est encore, on est en train encore de sexualiser des femmes non blanches. Donc là, cette fois-ci, c'est les latinas. Et c'est ridicule, en fait. Et en plus, là, à ce moment-là, il fait sa carène. C'est-à-dire, il dit passez-moi un manager. Totalement. Parce que et en plus, le mec, on l'a obligé à s'excuser auprès de lui alors qu'il faisait juste son travail correctement. Parce que c'est une légende. Ça, c'est une légende. Ça, c'est un comportement de légende. Mais non, tu sais pas à qui t'as parlé, machin et tout. Un mec qui en a rien à faire. Vraiment qui n'en a mais rien à faire. Et quand il débarque au couvent et qu'il se met à tirer de grave loin et qu'ensuite il a le temps de remonter dans sa voiture et de repartir et personne qui le pourchasse, c'est vraiment, je suis en mode, mais qu'est-ce que je suis en train de voir, quoi. Enfin, j'ai pas, ce film est ridicule à plein de niveaux quand même. Mais ce qui était marrant, c'est que pendant tout le film, on a l'impression qu'il est vraiment à côté de la plaque de tout. Enfin, du moment où il s'enfuit jusqu'au moment où il retrouve sa fille, il est à côté de la bagarre. Pourtant, le film s'appelle Une bataille après l'autre, mais lui, ses batailles, elles sont à côté de la plaque, quoi. Enfin, il doit fuir la police, il doit fuir l'hôpital, alors que pendant ce temps, sa fille, elle est en danger de mort vraiment, et qu'elle doit se démerder, quelque part, elle se démerde un peu toute seule, tu vois. Parce qu'elle se retrouve, elle aussi, dans des situations où elle peut pas vraiment se libérer, donc elle a l'aide de plusieurs personnes, mais elle a dû, jusqu'à la fin, se démerder toute seule, et elle s'en est sortie, finalement, complètement toute seule, parce qu'elle a été maline. Mais lui, il est vraiment à côté de la plaque. Ce qu'on peut dire qui est quand même beau, entre guillemets, dans l'histoire du film, c'est le fait qu'on a un père qui veut juste retrouver sa fille. Et ça peut être louable de sa part, tu vois, qu'il soit tellement obnubilé par le fait que sa fille soit en danger de mort et qu'il veuille la retrouver, qu'il s'en fiche complètement de tout ce qui peut se passer autour de lui. Mais c'est quand même bizarre de nous faire un film avec autant de sujets d'actualité graves et importants, et d'avoir un personnage principal qui est en plus joué par Leonardo DiCaprio, donc c'est pas non plus un acteur qui passe totalement à côté. Ouais. Est-ce qu'on veut nous montrer que nous, en fait, on passe tout le temps à côté aussi de choses graves qui se passent autour de nous parce qu'on est obnubilé par autre chose, je sais pas. Non, pas nous. Parce que on n'est pas... En fait, c'est là où tu réalises qu'on n'est pas la cible du film. Nous, on est la tâche de fond. Le film, c'est pour les hommes blancs. C'est un film pour les hommes blancs. Tu vas sur machin, tu regardes les reviews. Tous les hommes blancs vont dire c'est le meilleur film du siècle. Genre, j'ai vu des gens qui disaient c'est le meilleur film que j'ai vu il y a ces 10 dernières années. Genre, c'est un chef-d'œuvre. Et je suis en mode, non, enfin, moi, c'est pas ce que je vois. Mais il y a différents niveaux de lecture et évidemment que on perçoit pas tous les choses de la même façon en fonction de notre vécu. Donc moi, évidemment, je regarde comment sont traitées les personnes qui sont pas blanches, comment sont traités les trucs, et si toi t'es un homme blanc, t'es en mode, ouais, non, c'est normal, on m'a aidé, je suis arrivé là, c'est... Tu sais, rien que la scène de fin où ils retournent dans leur maison, où la police était venue, avait défoncé la porte et tout, machin, c'est vraiment genre, on fait table rase du passé, quoi. Genre, la police a fait un raid dans la ville, a arrêté tous les Mexicains qu'ils ont vus, ils ont fait... Genre vraiment, ils ont foutu la merde, ils sont arrivés dans le lycée, ils ont bloqué le lycée, tout ce que tu veux. Et à la fin, le mec retourne dans sa maison, comme si de rien n'était. Et vraiment, tu sais qu'il y a un problème. Un autre personnage aussi à qui ils ont donné un mauvais rôle dans le film, parce que encore une fois, il a essayé de faire quelque chose de progressiste, ça n'a pas été jusqu'au bout. C'est la jeune lycéenne qui est trans, et qui est le personnage qui va balancer le numéro de téléphone de Je crois qu'il Willa. est non-binaire, mais c'est lui qu'ils ont choisi pour... Enfin, c'est Yel qu'ils ont choisi pour du coup, pour être pour trahir Willa. Ce qui est dingue quand même, je trouve. C'est clair, ils auraient pu
choisir n'importe quel. Ils auraient pu, je sais pas, faire que les policiers, ils appellent tous les numéros. Enfin, n'importe quoi. Non. Ce personnage, c'est celui trahi encore. Voilà, mais on va dire qu'il y a eu de l'inclusion, donc sois content. Surtout qu'au début, quand le personnage apparaît, tu peux dire, en fait, là, ils ont vraiment touché la génération de Willa. C'est vrai qu'on a ce type de personnes, donc c'est bien de leur donner une visibilité, de la normalité et tout le tintouin. Mais ils ont tout gâché. Non, ça fait vraiment... vous vous plaignez depuis des années qu'il n'y a pas de représentation, ben voilà votre représentation. Vous vouliez être représenté, ben vous voilà. Le film, en plus, la majorité des acteurs, ce sont des personnes racisées, quoi. Mais c'est pas eux les personnages les plus importants. Bah non. Parce que le personnage le plus important dans l'histoire, c'est le colonel. C'est lui qui est l'élément déclencheur. Au départ, c'est Perfidia. Ensuite, dès qu'elle part, ça devient le colonel. Que Perfidia part, on voit Bob enseigne dans sa nouvelle vie, en train de fumer, de rien faire et tout. Et dès que le colonel apprend qu'il peut être promu, mais qu'il doit nettoyer, on va dire, son passé, et ben du coup, c'est lui qui met en route les éléments déclencheurs pour aller récupérer Willa. Et ensuite, Bob, il est dans la réaction. Tous les autres personnages sont dans la réaction de ce que lui, il a mis en place. Ouais. Il y a un autre personnage aussi... Le personnage qui est joué par Regina Hall, qu'on voit aussi beaucoup dans la bande-annonce et qu'on voit aussi beaucoup dans la promotion du film. Et je pense, à tout casser dans le film, on doit l'avoir 10 minutes. Ouais. Et la fin, je trouve que la fin de ce personnage, elle est hyper ambiguë. Parce qu'on lui propose de trahir son groupe aussi. Et on ne sait pas quelle décision elle a prise. Donc on ne sait pas si elle a aussi choisi de trahir pour se préserver ou pas. Et comme on la voit se faire arrêter, on suppose que finalement elle a choisi d'aller en prison et de les trahir. Parce que je crois que l'autre possibilité c'était la mort, il me semble. Ouais, mais enfin, de toute façon, le but, une nouvelle fois, c'est comme on dit, on s'en fout. C'est pas vraiment important. On pense pas qu'elle les a trahis puisque Bob y retourne dans sa maison à la fin. Et comme c'est aussi un personnage qui était à l'abri, mais qui décide de tout sacrifier pour aller sauver Willa, tu sais qu'elle est prête à se sacrifier pour le mouvement. Donc non, elle les a pas trahis, puisque Bob, à la fin, il est de nouveau sur son canapé en train de prendre des selfies. Pendant que elle, soit elle est croupie en prison, soit elle s'est fait exécuter, enfin... Une nouvelle fois, c'est pas des gens importants, c'est des gens en tâche de fond. Même le couvent, ça aurait été un moment intéressant, mais par contre, j'ai pas compris la timeline du couvent. Parce que on voit qu'ils arrivent le soir. Donc Willa, elle a la même tenue, du coup, que celle qu'elle avait pendant le bal du lycée. Ensuite, on la voit dans la journée qui tire à la mitraillette, mais c'est la même journée où et on se dit à quel moment en fait dans la journée. Elle a tiré à la mitraillette et ensuite ils sont venus la récupérer 5 minutes plus tard. Et ensuite, pourquoi les nonnes elles savent pas se défendre? Enfin, ça n'a pas de sens. Ça, moi je pensais que les nonnes c'était un mode des espèces de mercenaires discrètes, tu vois, qui attendaient le moment pour pouvoir montrer tout leur talent. C'est totalement ce que je pensais. Arrêtées en 5 minutes, enfin... Ouais, elles sont toutes... Bah, c'est toutes des femmes noires, elles sont pas fortes. Et en fait, je pense que cette scène avec Willa qui tire à la mitraillette, c'est pour faire écho avec sa mère qui faisait la même chose. C'est genre pour nous montrer que c'est une guerrière, quoi. Tu vois Et donc pour ensuite expliquer comment elle est aussi résistante et tout, à la fin et tout, machin. Mais ouais, non, pareil, comme toi, j'étais surprise quand Deandra discute avec elle et ensuite se lève et lui dit « reste là », je pensais qu'elle était en mode « ça y est, c'est parti » et tout, alors que rien du tout. J'étais en mode « waouh ». Moi, je pensais qu'elle allait se transformer en John Wick ou quelque chose comme ça, tu vois. Grave. Ça a été réglé en 2-2. Tout le monde s'est fait arrêter. Willa se fait attacher. Lockjaw fait le test ADN en mallette. J'ai envie de savoir si c'est réel, ce genre de choses. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Peut-être. Et en plus, moi, j'avais rien compris au résultat du test ADN. Parce que quand il montre le test là, il dit oui, il faut que les barres s'alignent. J'ai pas compris quelle barre devait s'aligner. Elle a dit ça s'aligne pas. Et lui, il dit si ça s'alignait. J'ai pas compris ce moment. Si, à la fin, t'avais une ligne blanche, plus ou moins droite. En fait, c'était... Au départ, t'avais des... Je sais pas comment ça s'appelle, mais t'avais des tirets, là. Ouais. Qui apparaissaient parce que je crois que ça doit analyser différents génomes, ou je sais pas comment ça s'appelle. Mais à la fin, vers le bas, t'avais différents trucs qui étaient plus ou moins droits. Donc, genre, c'était fiable, je sais pas moi, 90%, 95%, un truc comme ça. Et il a eu aucun remords quand il était prêt à tuer la fille. Surtout qu'il aurait pu juste faire comme si elle n'existait pas. Non, mais il était pas prêt à la tuer puisqu'il l'a pas tuée. Bah si, il a demandé à quelqu'un de la tuer. Oui, mais il était pas prêt à la tuer lui-même. C'est genre pour te montrer, non, mais tu vois, il a un petit peu une part d'humanité, il peut pas le faire lui-même. Il a menacé de la frapper, mais il l'a pas frappée. Enfin, tu vois.
Il veut juste se débarrasser du problème. Bah, ça aurait pu être un film sur la révolution, sur la relation père-fille. Parce que aussi, bon, le petit côté quand même qui est mignon, c'est que à la fin, Willa, elle sait que son père n'est pas son père biologique. On ne sait pas si elle lui dit ou pas si que son père c'est pas. Mais ça montre que la relation, entre un père et une fille, ça va au-delà quand même du biologique, quoi. C'est quand même pas mal de voir Leonardo DiCaprio, qui est son personnage, c'est un gros galérien, mais qui aime sa fille plus que tout. Ça, c'était sympa. Après, tu te rappelles le moment au début, quand il va à son école et qu'il pleure, et qu'il lui dit, qu'il dit à la prof qu'il sait pas coiffer ses cheveux. J'ai trouvé ça dingue. J'ai dit, elle a 16 ans. Genre, j'imaginais les coupes de cheveux de l'enfant, quoi. J'étais là, mais je me suis dit, mais il fait une régression ou quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'était marrant. C'était marrant qu'il pleure parce que il se rend compte que même si il est complètement à côté de la plaque, qu'il a réussi à bien l'élever quand même, tu vois. C'était non, et puis même je pense qu'ils auraient aussi pu faire un peu plus accentuer le côté l'organisation clandestine, parce que je pense qu'ils essaient de montrer qu'il y a quand même une très bonne organisation au moment où, quand Willa est bébé et que Bob, du coup, il doit s'enfuir, donc on leur donne rapidement une nouvelle identité, on leur explique rapidement leur nouvelle plan, on leur donne un cahier en disant faut que tu apprennes tout ce qu'il y a dedans. Tu sens qu'il y a une organisation. Tu sens que c'est pas une petite, c'est pas un petit groupe, tu vois, qu'il y a quelque chose. Et au final, Bob, en fait, comme il a passé 16 ans à boire et à se droguer, c'est complètement déglingué. Et on sent qu'il a appris quelque chose, enfin le minimum à Willa, et ils auraient pu plus montrer que, même si le père il est un peu à côté de la plaque, il a entraîné sa fille pour qu'elle puisse se protéger le jour où tout part en cacahuète, comme c'est arrivé pendant le film. Donc je pense que le petit peu que son père lui a expliqué, ça lui a permis de se sauver, puisqu'elle arrive à se dépatouiller pour reprendre la voiture, elle est assez intelligente aussi. Mais elle connaissait les codes. Et elle a bien compris l'importance des codes. Et je pense qu'ils auraient aussi pu montrer un peu plus qu'une organisation clandestine, ça peut être hyper bien organisé, et ça aurait été un peu fun aussi, tu vois, ça aurait un petit côté agent secret, tu vois, et pas juste groupe délirant. Tout ce dont tu es en train de parler, c'est plutôt représenté enfin en tâche de fond avec le mouvement du sensei, le personnage de Benicio del Toro, où tu vois qu'en effet ils ont un truc organisé, qu'ils sont dans les hôpitaux, ils sont dans les commissariats, ils sont à plein de niveaux différents. Parce que là, quand tu parles des French 75, tu me dis oui, dès qu'ils doivent s'échapper et tout, ils ont mis en place machin, mais c'est les mêmes qui sont partis faire un braquage sans masque. Enfin, je comprends, tu vois, genre sans masque, sans route de secours, sans... Donc, c'est compliqué. C'est pour ça que je sais pas, je te dis, ce film m'a laissé... Et je pense que ce qui est un peu triste aussi, c'est qu'il y a une partie de tout ça qui est fait aussi en sorte que ça reste drôle. Tu vois, c'était drôle quand Benicio del Toro est rentré dans chaque pièce et il te montrait une nouvelle personne, et à chaque fois qu'il bougeait dans une nouvelle pièce, il y avait 10 nouvelles personnes, et blabla. Enfin, t'avais tous ces petits trucs-là de... ils sont... Genre, je sais pas. Moi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Je recommande aussi, pour ceux que ça intéresse, qui veulent avoir peut-être un avis plus approfondi ou différent sur... d'un point de vue d'une femme afro-américaine sur le film, d'aller sur le Substack Black Girl Watching. Brooke Obi a écrit un article. Elle a appelé le film... Elle l'a appelé comment? C'est One Fetish After Another. Voilà, vraiment que dire de plus. Avant de finir, on peut rapidement parler quand même du groupe des suprémacistes blancs avec le nom de Noël. Juste, quand même, c'est encore un élément qui était un peu marrant. Je pense aussi que ça ridiculise pas mal de manière générale les groupes suprémacistes blancs, mais ça montre aussi à quel point ils peuvent avoir du pouvoir et à quel point ils sont radicaux dans les décisions qu'ils prennent, parce qu'ils choisissent de tuer Lockjaw à la fin, d'une façon qui était très spéciale, qui rappelle des événements historiques. Et moi, je les ai trouvés marrants. Et franchement, j'aurais aimé qu'ils aillent un petit peu plus loin dans les histoires de Noël. Il y a le moment où il y a un personnage qui descend dans leur espèce de cave et il y a la musique de Noël en fond. Et tu sais, au fond, il y a sur un mur, au fond du bureau, il y a une espèce de fresque, de dessin, de peinture qui représente un espèce de paradis. Et ça m'a rappelé Lovecraft Country.
où tu te rappelles le Mais personnage... il était dans Lovecraft Country en plus. En plus, il est partout. Et ben ce personnage, rappelle-toi, il voulait faire de la magie pour pouvoir, en utilisant donc le personnage principal, je vais complètement oublié son nom, pour pouvoir faire revenir un paradis sur Terre, enfin pour aller dans un espèce de paradis sur Terre. Enfin, de paradis, peut-être pas sur Terre, je sais pas. En tout cas, il essayait d'atteindre un paradis qui est dans une autre dimension, et ça m'a vraiment rappelé ce moment. Come in. Jim. Merry Christmas, Hail St. Nick. Merry Christmas. How you doing? Good, good. It's been too long. Yeah, it's good to see you again, Sam. You know Virgil Throckmorton. Virgil's down from Cleansing and Distortion. Merry Christmas. Merry Christmas. And you know Bill Desmond from Whitehall. Bill, good to see you again. Merry Christmas. And of course, you know Roy Moore, 5th Fleet Field General from the Southwest. Absolutely, sir. Good morning. Take a seat. Alors, je me demande si, est-ce que tous les suprémacistes blancs, enfin, je crois que c'est ce qu'ils essaient de faire, en fait, ils essaient de recréer un espèce de paradis utopique où il y a les animaux, la nature, les plantes et que des personnes blanches. Je pense que ça m'a beaucoup rappelé ce moment, cette fresque, avec la musique de Noël, c'était marrant. Enfin, t'as vu un film avec des suprémacistes blancs, tu les as tous vus, quoi. Ils ont toujours le même message. Enfin, ils veulent toujours faire la même chose, quoi, plus ou moins. Ils veulent revenir à une époque qui n'a jamais existé et qui ne peut pas marcher, puisque le monde est beaucoup plus grand. Et pour que eux n'aient plus rien à faire, il leur faut, en effet, une force de travail qu'ils vont appeler des esclaves. Donc, bref. Oui, en plus, il n'y a même pas de justification il n'y a pas de raisonnement, en fait, à cet idéal qu'ils veulent poursuivre. Il y a vraiment, je me demande même si... Enfin, eux, ils trouvent des justifications dans le fait qu'ils veulent éliminer toutes les autres races de la planète. Ils n'arrêtent pas de le dire. Ce sont des drogués, ce sont des violeurs, ce sont des ceci, ce sont des cela. Mais enfin, vraiment, le monde utopique qu'ils recherchent, il n'y a pas de justification. Et je pense que le fait aussi d'avoir choisi Noël comme nom, comme thème de leur groupe, c'était pour ajouter un peu au ridicule de ces personnes. Ça marche moyennement bien, ça marche quand même un peu. Mais puis les acteurs qu'ils ont choisis, je trouve qu'ils ont été vachement bien choisis parce que c'est des acteurs qu'on connaît. C'était un des acteurs qu'on a vu en tant que président en plus, c'était marrant. Ok. Du coup, Audrey, si tu dois donner une note au film, tu lui mets combien ? Bah, je vais être sympa quand même. Je vais lui donner un 5 parce que je l'ai trouvé divertissant. Et puis, par moments, c'était assez marrant. Mais j'espère que... Bon, je sais que ce sera pas vraiment le cas, mais en tout cas, j'espère que le film sera suffisamment analysé et critiqué pour que les personnes qui l'ont vu et qui l'ont apprécié voient tout ce qui est problématique dans le film. Ça reste, je pense, un des rares films qui soit sorti ces dernières années avec autant d'impact, autant de retentissement, autant de popularité, avec un public, enfin avec un casting qui a été aussi divers, à part Sinner qu'on a eu. On n'en a pas souvent ce genre de film. Le fond, on sent que le film essaie de nous donner un message politique. On comprend de quel côté il faut être, tu vois. On sait ce qu'il essaie de nous dire, on sait qu'il essaie en fond de nous montrer ce qui se passe particulièrement en ce moment aux États-Unis. Mais oui, il y a trop de choses qui sont problématiques dans le film pour lui donner une meilleure note. Et toi, tu donnerais quelle note ? Ben, je vais te rejoindre sur le 5 mais purement en termes de casting, d'acting et de réalisation. Après, en termes d'écriture et de mise en scène des personnages, tout ça, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Et en t'écoutant, en fait, le film, il me fait penser à Emilia Pérez. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Ou si du moins t'en as entendu parler. Ouais. C'est le film avec Zoé Saldana, où elle a enfin gagné son Oscar, je crois. Où c'est pareil, on met en scène... Le film s'appelle Emilia Pérez, donc c'est un ancien trafiquant de drogue qui décide d'abandonner son ancienne vie et qui révèle qu'il est trans et donc fait toutes ses opérations pour devenir une femme, donc devenir Emilia Pérez. Mais le film est vu du point de vue du personnage de Zoé Saldana, pour une raison pas vraiment expliquée, et écrit par un homme blanc, un Français d'ailleurs, avec une actrice espagnole qui prétend être mexicaine, et qui a été réalisée, je crois, en Europe. Enfin bref, on prétend mettre en avant, du coup, le Mexique, etc., mais il s'y passe absolument rien. T'avais Selena Gomez aussi dans le film. Enfin bref,
pareil, le film, en termes de représentation, en termes de mise en scène, enfin, c'est une comédie musicale à certains moments, mais tu comprends même pas pourquoi. Enfin, c'est vraiment toutes les idées qui passaient. T'as vraiment l'idée, genre, un blanc s'est posé en se disant à quoi ça ressemble d'être une femme trans mexicaine. Et du coup, il a écrit un film. Voilà. Et du coup, les gens ils ont dit c'est génial. C'est la meilleure chose qu'on ait jamais vue, c'est merveilleux. Mais est-ce que c'est vraiment un film pour ces gens? Pas vraiment. C'est dommage que souvent, on tombe sur le packaging woke, entre guillemets. Comme tu parlais tout à l'heure du film Green Book, je crois qu'on en avait déjà parlé, je t'avais dit que moi, quand je suis sortie du film, j'étais hyper perturbée, mais tout le monde, pas les personnes noires, mais beaucoup de gens ont trouvé que le film était incroyable. Et en fait, on peut saluer un effort d'essayer d'avoir un propos, mais le problème c'est qu'ils font pas assez de recherches, ils parlent pas avec les bonnes personnes. Ça les intéresse pas. C'est-à-dire qu'ils prennent le film, ils prennent le scénario, ils lisent le sujet et ils se disent est-ce qu'on peut mettre un homme blanc dedans? Déjà, est-ce qu'il peut être le personnage principal? Et est-ce que tout peut être analysé de son point de vue? Et voilà ton film. C'est tout. Il n'y a pas de... Pourquoi quand faire ils de recherche? regardent le film, je veux dire, une fois qu'ils ont filmé le film une première fois, ils regardent ce qu'ils ont filmé, ils devraient se dire bon, en fait, il y a un problème dans le produit qu'on a fait. Et je comprends que les actrices qui jouent dans le film, elles n'ont pas forcément peut-être le pouvoir de dire j'ai pas envie de dire ces phrases. Je trouve que là, ce que vous faites du personnage, ça va pas. Je sais pas si elles se rendent compte en réalité, mais ça aurait été quand même... Moi, je sais pas, j'aurais été hyper mal à l'aise en tant qu'actrice de dire à Leonardo DiCaprio dis-moi que tu aimes les femmes noires, c'est bizarre. Et de pas se rendre compte que tu dis au réalisateur cette scène, en fait, qu'est-ce que tu essaies de dire? Pourquoi je dois faire cette scène? Donne-moi l'explication, la justification, le message que tu veux faire parler pour que je dois faire cette scène. Et il y a trop de moments où on fait des scènes qui sont juste là pour montrer le corps de Teyana Taylor, qui oui, c'est un très beau corps, mais ça ne sert pas le film, ça ne sert pas l'histoire et ça ne sert pas le personnage. Alors, je pense que ce dont tu parles là, il y a différents points de vue. Je pense qu'il faut que tu sois à un certain calibre en termes d'actrice ou d'acteur pour dire non, ça j'ai pas envie de faire, ça faut modifier, ça machin. Si t'es, comme on vient de dire, Teyana Taylor qui pour une première fois est dans un grand film, on lui dit fais ci, elle va le faire, tu vois. Deuxièmement, je sais que j'avais regardé, tu sais, il y a souvent des Hollywood Roundtable sur YouTube où du coup tu regardes différentes actrices ou acteurs qui s'asseyent et qui discutent de leur rôle, de machin et tout. Et t'as des acteurs et des actrices qui vont dire que d'un point de vue purement artistique, c'est le personnage qui fait telle et telle chose, c'est pas moi. Donc, faire ci, faire ça, faire des choses que je ferais jamais dans la vraie vie, dire des choses que je dirais jamais dans la vraie vie, je peux le faire parce que je joue un rôle et c'est pas qui je suis. Et ensuite, il y a ton niveau d'engagement ou ton niveau de conscience de certaines choses. Tu vois, je pense que le personnage de Regina Hall, elle s'est dit, c'est un bon personnage. Techniquement, c'en est un, c'est juste qu'on passe pas de temps avec. Mais c'est un bon personnage, tu vois, donc elle s'est dit, y a pas de souci. Teyana Taylor, elle a dû voir le film en mode, c'est un film girl power, pussy power, c'est vraiment pussy power, hein. En mode pussy power, en mode je suis une badass, genre je fais ce que je veux, je me laisse pas contrôler, c'est moi qui décide, machin. Parce que je sais qu'il y a des gens, et des femmes noires, hein, il y a des vidéos, si vous cherchez sur YouTube, il y a des gens qui vont défendre le personnage, qui vont dire que c'est un personnage indépendant, qui veut pas se soumettre aux hommes, qui les laisse pas dicter sa vie, et que c'est pour ça qu'elle s'en va, c'est pour ça qu'elle décide de faire ci et ça, et que oui, elle est égoïste, elle a le droit d'être égoïste, c'est pour ça qu'elle trahit les membres de son clan, mais qu'elle doit rien à personne. Il y a des gens qui vont dire, c'est une vision acceptable d'une femme et d'une femme noire. Nous, on vous a exposé notre point de vue. Moi, je dis pas qu'on a raison. J'ai juste exposé les raisons pour lesquelles j'ai pas aimé le film. Mais vous pouvez totalement entendre d'autres personnes qui vont dire « Ah non, ça, c'est totalement réaliste. J'ai déjà vu des gens comme ça. » Et moi, mon problème avec ce genre de représentation, c'est que on n'a pas assez... En tant que femme noire, on n'a pas assez de bonnes représentations de personnages féminins bien écrits au cinéma pour se permettre de s'aventurer sur des chemins aussi glissants. C'est tout ce que je suis en train de dire. Si on avait 20 films chaque année avec des femmes noires qui faisaient des trucs bien, des trucs machin, si on avait de la diversité en termes de représentation, ce genre de film-là, je dirais, bon, ça, c'est pas le genre de personnage auquel je me raccroche, mais ça me pose pas de problème. Mais le problème, c'est que tous les films, la majorité des films qu'on voit, c'est des films pour les hommes blancs, et que même quand on met des femmes noires dedans, eh ben, elles sont accessoires. Et quand elles sont accessoires et qu'en plus elles sont aussi mal travaillées, je trouve, ça devient problématique. Et en plus, peut-être que exactement le même texte, le même script, vraiment la même histoire, le même personnage, filmé différemment,
jouer différemment, parce qu'il y a la direction qu'on a donnée aussi aux actrices, à Teyana Taylor pour faire le rôle. Peut-être que qu'on l'aurait aussi vécu différemment. Là, malheureusement, nous, ça passe pas, cette façon d'avoir fait le rôle. Peut-être juste en lisant le script, tu te dis, tu vois le personnage différemment. Mais là, comme il a été représenté, pour moi, ça marchait pas bien. En tout cas, je suis d'accord avec toi. En tout cas, j'espère que Teyana Taylor, on la verra dans d'autres films. Il y a d'autres grands films, avec des acteurs importants. Là, le casting de ce film, ils ont tout donné. Ouais. Et puis avoir Leonardo DiCaprio dans un film... En ce moment, on dirait qu'il aime bien jouer des rôles un peu foufou, Leonardo DiCaprio. Il fait plus des rôles de beau gosse. Tout le film, il était en pyjama. Bah ça y est, il est en mode j'ai plus d'efforts à faire, j'ai prouvé déjà. Ouais, c'est clair. Et puis il y a Regina Hall, qu'on va revoir normalement dans le prochain Scary Movie. Ah oui, c'est vrai qu'ils vont refaire. Avec les acteurs du premier, je pense pas tous, mais sûrement les acteurs principaux du premier. Que j'ai revu récemment d'ailleurs, le premier Scary Movie. J'avais oublié. Ok. Toujours assez bien? Bah, forcément, je le trouve moins drôle que quand je l'avais vu quand j'avais 11-12 ans. Mais ouais. bah, ça m'a ramené une petite nostalgie. Tu vois les blagues qui n'ont pas très bien vieilli. Pas du tout bien vieilli. Et puis bon, bah, c'était une autre époque, quoi. C'était vraiment une autre époque. Moi, je garde toujours un très bon souvenir des Scary Movie parce que c'est quand même un type de film. Enfin, les frères Wayans, ils ont relancé les films de parodie. Ça m'a aussi introduit à beaucoup de films d'horreur parce que, voilà, je pense que les millennials qui avaient une dizaine d'années à l'époque, qui étaient adolescents quand ces films sont sortis, c'était des phénomènes. On a trouvé ça hyper drôle. Je me rappelle que les blagues, on en a parlé quand j'étais au collège, c'était les trucs les plus drôles du monde. Et ça reste assez iconique pour moi. Donc c'est pas des films que je mettrai à la poubelle, jamais. Comme je dis, je les trouve beaucoup moins drôles maintenant que... Je pense que quand t'es enfant, tu trouves ça hilarant. Quand t'es adulte, voilà. C'est marrant de voir comment ils se moquent des autres films, et ça, c'était il y a 20 ans, quoi. Ouais, après, il y a aussi le côté nouveauté. C'est-à-dire, quand t'avais 12 ans, c'était la première fois que tu voyais un truc comme ça, donc évidemment que l'effet, il est amplifié. Et puis, il y a le côté où ils font des blagues de sexe trash, tu vois. Enfin, ce genre de choses, quand t'as un enfant, ça te fait rire. C'est rigolo, surtout quand tu comprends ce genre de blagues, tu vois. Alors que t'es censé être innocent encore. Donc oui, si... Franchement, c'est Halloween, un jour comme ça, refais-toi le premier Scary Movie. Les deux premiers, c'est les plus drôles, enfin, les plus drôles, les mieux. Et ça ramène à une autre époque. Ça ramène à une autre mentalité, et je pense que même les frères Wayans, je pense même s'ils doivent être fiers du travail qu'ils ont fait, parce que ça a quand même été un énorme phénomène pour 2 jeunes hommes noirs, je pense que le prochain, j'ai confiance dans le fait que le Scary Movie, ils ont évolué aussi avec leur époque, et ce sera pas que les blagues, elles seront toujours potaches, j'espère quand même, mais qu'elles seront plus adaptées à notre époque et à notre nouvelle mentalité. Voilà. Ok, à voir. C'est tout pour cet épisode de On regarde ou pas. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous avez pensé du film et de notre review. Vous pouvez nous laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix, et vous pouvez également nous retrouver sur Insta à @onregardeoupas ou nous contacter à l'adresse email onregardeoupas@gmail.com. À très bientôt. Bye bye.